Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle review. Je suis en compagnie de Pierre Mesley. Pierre, comment vas-tu ? Bah écoute, salut Clément, salut à tous. Bah écoute, ça va très bien. Et aujourd'hui, on va revenir sur ce formidable, sur cet incroyable Grand Prix du Brésil gagné par Max Verstappen. Alors si vous prenez un résultat comme ça, oui, Max Verstappen a gagné après avoir fait la pole, mais quel combat pour aller chercher la première place. Et puis sur le podium, Gasly, Sainz, une course de malade pourtant, Pierre, qui avait débuté plutôt par un jeu de stratégie pendant une quarantaine de tours entre les leaders. Bah écoute, c'est un Grand Prix du Brésil qui a vraiment tenu toutes ses promesses. Bien malin était celui qui pouvait deviner le podium de fin. Et ça s'est vraiment excité lors des 20 derniers tours, à commencer avec l'abandon de Valtteri Bottas. Alors tu l'as dit, ouais, abandon de Valtteri Bottas sur casse mécanique. On a vu la fumée s'échapper de son moteur et puis il a abandonné dans le 51e tour. Il a abandonné au niveau du 4e virage, donc ce qui a entraîné la sortie de la safety car, ce qui a un peu regroupé tout le monde. Et c'est là où véritablement se sont lancées les hostilités, puisque Max Verstappen a décidé de rentrer au stand, pas Lewis Hamilton. Donc Lewis Hamilton devait contenir un Max Verstappen avec des pneus neufs. Derrière, on a eu un plateau complètement regroupé derrière les leaders. Et là, je vais te poser une question. Est-ce que Lewis Hamilton, à ce moment-là, a eu raison de relancer la course en plein milieu de la ligne droite de départ et pas après le virage précédent ou au tout dernier moment ? Bah écoute, je pense que ça s'est revu... comment dire, tu as eu l'approche Hamilton et tu as eu l'approche Verstappen. Verstappen a été très très malin dans sa relance en contenant très très bien, que ça soit Albon, Gasly, etc. Alors que Hamilton, je pense, a peut-être prêché par orgueil, j'aurais tendance à dire, pensant peut-être que Verstappen avait peut-être encore des pneus un peu froids ou ce genre de choses, et qui tenterait pas une attaque tout de suite, mal lui en a pris. Effectivement, et puis tu l'as dit, hein, Max Verstappen, ses nouveaux pneus, on n'était pas sûr de la température et c'était là-dessus qu'il voulait jouer. Et Max Verstappen, on l'a vu plus tard, on va en parler, a fait une très belle relance de course. Pourquoi cette relance de course ? Parce que nouvelle safety car après le 65e tour, et là on va s'arrêter dessus. Début du 65e tour, Charles Leclerc dépasse Sébastien Vettel dans les S de Senna. Et puis dans la ligne droite suivante, les deux se retrouvent roue dans roue. Et là, c'est l'accrochage, les deux fers arrivés au tapis. Qui est en tort, Pierre, dans cet accident ? Alors, je vais être tout à fait honnête. Je fais partie encore d'une minorité ou d'une majorité, c'est selon, à faire la chasse au stream des fois le dimanche quand il y a un Grand Prix. Donc mon stream a un petit peu coupé en plein milieu. Alors j'ai revu une vidéo, mais c'est pas pareil. Enfin, je trouve que là-dessus, notamment la Sky, ils ont des approches beaucoup plus percutantes et beaucoup plus fines que Canal. Mais bon, ça c'est un petit détail qui n'a pas vraiment d'importance. J'aurais tendance à dire la manœuvre de Leclerc était couillue. Je pense que derrière, Vettel a été blessé dans son orgueil et il a fait une Vettel. Effectivement, alors quand on dit il a fait une Vettel, tu fais bien évidemment référence à ce qui s'est passé à Istanbul en 2010. Alors avant de te laisser revenir dessus, juste on va préciser que lorsqu'il a voulu défendre, Charles Leclerc s'est mis en plein milieu de la ligne droite, donc ce qui n'est pas la position idéale. Alors choisir l'intérieur ou l'extérieur, ça c'est vrai qu'on peut lui reprocher, mais il a gardé sa ligne tout du long. Il est resté droit et c'est Sébastien Vettel qui avait la place, même si c'était pas le maximum de place, on va pas se mentir, qui avait la place et qui s'est décalé à la Vettel, tu le dis donc, puisque ça fait référence à ce qui s'est passé entre lui et Weber à Istanbul en 2010. Oui, et pas que. Enfin, je veux dire, Vettel est quand même coutumier du fait, avec des fois des défenses approximatives, un petit peu pareil dans ses dépassements, la plupart du temps. Je mets entre parenthèses l'Allemagne 2019 parce que bon, c'était un Grand Prix un petit peu particulier et bon, il a fait le taf, mais bon, c'était particulier. Mais là, bon, c'est même un peu couillon parce que du même coup, ça donne, ça laisse Verstappen
avec une avance confortable pour la troisième place. Troisième place qui était courtisée par les deux Ferrari Boy. Effectivement, et puis alors, là où vraiment ça devient problématique, et je vais avoir ton avis là-dessus, c'est qu'on est à un moment de la saison où Ferrari avait décidé de ne pas faire de choix quant au leader de la Scuderia, et surtout on est à un moment de la saison où on va arriver à la trêve hivernale, et donc on va passer 3 mois à gamberger dans son coin. Est-ce que Ferrari n'aurait pas dû trancher avant sur un leader et sur qui doit laisser passer qui en course, parce que là ça va être désastreux pendant tout l'hiver là. Alors, je pense que l'hiver va faire du bien à tout le monde. Je pense qu'on sort d'une grosse saison chez Ferrari, mais quand je dis grosse saison, c'est pas du point de vue palmarès, pas du tout. Je pense qu'il y a eu énormément de tensions en interne, je pense qu'il y a eu énormément de problèmes à gérer. Il y a en même temps, au niveau de la communication, un gros travail qui est fait avec toutes ces suspicions qui sont lancées de part et d'autre sur leur moteur, sur les histoires de débitmètre, etc. Donc je pense que la trêve hivernale finalement va faire du bien à tout le monde. Après, pour te répondre, non, je pense pas que c'était nécessaire cette année de dire qui était numéro 1 à un moment donné. Je pense que Vettel n'était pas en mesure d'assurer ce rôle cette année, et je pense que Leclerc n'était pas assez mûr. Il était encore trop fou pour endosser un tel rôle. Donc on aurait été dans une situation de championnat où les deux à un moment donné devaient réellement se battre pour le championnat, etc. Je pense qu'à un moment donné, oui, il aurait fallu trancher dans le vif. Là, ça s'est pas du tout présenté, donc non, je pense que la règle du numéro 1 et du numéro 2 ne s'appliquait pas pour Ferrari cette année. Et tu parlais d'un Charles Leclerc assez conquérant. Moi, il me fait beaucoup penser au Sébastien Vettel il y a 10 ans, en 2009, chez Red Bull, qui arrive dans l'écurie mère, hein, après avoir été dans la filière de promotion, et qui, face à un vieux briscard, qui était à l'époque Mark Webber, décide de prendre le pouvoir de gré ou de force. Alors, ça, du côté de Sébastien Vettel, à l'époque, chez Red Bull, ça s'était un peu mieux passé, parce que justement, Red Bull avait toujours aimé ce pilote issu de sa filière. Là, c'est vrai que ce jeune Charles Leclerc nous rappelle ça, et en 2020, c'est sûr que à 22 ans, à 23 ans, il continuera pas à vouloir se satisfaire de ce rôle de numéro 2. Il veut aller plus haut. Il l'a clairement montré cette saison. Son énervement au moment de l'accrochage le montre aussi. Il est resté d'ailleurs très calme en interview d'après-course. Il aurait pu s'énerver, il est resté très très calme. Et j'ai l'impression que Sébastien Vettel va devoir serrer la vis on l'a déjà dit, mais dans les premières courses de 2020. Sinon, là, ça va être très très compliqué de résister face à ce jeune loup qui a très très faim. Tu as bien fait de le dire. Après, Vettel, je pense qu'il y a aussi le syndrome des seconds, on pourrait dire. Si tu veux, moi, la saison de Vettel me fait un petit peu penser. Alors, peut-être que pour certains, ça va vous parler, d'autres un peu moins. Mais vous avez le championnat NASCAR aux États-Unis. Je me souviens de mémoire, je crois que c'est en 2011, où Tony Stewart gagne son 3e titre, mais d'un cheveu sur Carl Edwards qui avait été monstrueux toute l'année. Et en 2012, Carl Edwards, il a été mais nulle part. Nulle part. Pour un gars qui jouait le titre une année avant, l'année d'après, nulle part. Là, c'est un petit peu le cas de Vettel. Je pense qu'il ne s'attendait pas à un tel niveau de performance de la part de Leclerc. Il ne s'attendait pas peut-être à un niveau de compétitivité peut-être assez faible ou qui ne répondait pas à ses exigences, et une voiture qui ne lui correspondait pas au fur et à mesure que la saison avançait. Effectivement, et puis tu l'as dit, peut-être que les efforts consentis en 2018 et surtout l'échec après notamment l'abandon à Hockenheim a beaucoup pesé sur Sébastien Vettel au moment de commencer la saison, là où Charles Leclerc était finalement mentalement assez frais, étant promu de chez Alfa Romeo Sauber, il avait rien à perdre. Si on revient du coup sur la course en elle-même,
Donc, on l'a dit, safety car, alors 65e tour, grand n'importe quoi, les deux Ferrari abandonnent. La Racing Point de Lance Stroll casse sa suspension. Je ne sais pas si c'est dans les débris ou autrement, mais enfin, on a eu les images des 3 voitures à l'abandon, à la suite les unes des autres. On ne savait plus trop ce qui se passait. Et puis, du coup, deuxième safety car. Et là, c'est Mercedes cette fois-ci qui décide de rentrer au stand, alors qu'il reste très peu de tours à couvrir. À ce moment-là, il reste quoi? Il reste même pas une dizaine de tours. 7-8 grand maximum. Oui. Alors il faut préciser, on l'avait dit avant la course, mais que Toto Wolff n'était pas là ce week-end. Et dans ces moments-là, ça s'est un peu ressenti, ça s'est déjà ressenti lorsque Hamilton demandait comment étaient les pressions des pneus, comment étaient ses températures de frein, comment était tout ça, et comment on le laissait s'agacer au lieu de lui répondre très franchement. Et là, ça s'est vu aussi là-dessus, cette rentrée au stand finalement qui n'était pas vraiment compréhensible et qui a coûté un peu la suite de la course à Lewis Hamilton. Alors, qui a coûté la suite de la course? Bon, il restait très très peu de tours, donc pour la victoire, c'était difficilement jouable. Je pense qu'ils ont vu une deuxième opportunité. De toute façon, Hamilton, avec les gommes jaunes, était sous la menace juste avant d'Albon et des deux Ferrari. Donc peut-être que justement, il risquait de finir plus loin. Le faire revenir sur les gommes tendres, c'était dans la logique des choses. La vraie logique des choses, je pense, ça aurait été de le faire rentrer en même temps que Verstappen lors de la première safety car. Je pense que chez Mercedes, ils ont eu peur, notamment peut-être que Hamilton ressorte derrière Vettel ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, il lui avait précisé dans l'oreillette, fait l'opposé de ce que Verstappen fait. Verstappen est rentré au 54e tour et Lewis Hamilton est du coup passé devant en restant sur la piste. Alors, du coup, on parlait tout à l'heure du restart. On a cru d'ailleurs qu'il n'allait pas avoir lieu. On va pas se mentir. Quand on est arrivé à 3 tours de la fin et qu'on voyait la voiture de sécurité encore en piste et des débris sur la piste, c'est ça. Et que rien n'avait été fait depuis 3 tours au niveau des débris, on s'est dit bon, voilà, ça va se terminer comme ça et podium 100% Honda. Et puis finalement, les débris ont été enlevés en un tour. Enfin, ont été poussés de la piste, on va pas se mentir. Et puis du coup, relance de course. Et là, Max Verstappen, idée de génie. Il y avait 2 solutions. Il y avait soit on relance au début du dernier virage pour profiter de l'élan et du freinage des autres pilotes, un peu à ce qu'avait fait Lewis Hamilton en 2018 ou en 2017, je ne sais plus quelle année. Non, c'était sous la pluie, ça devait être 2016 ou 2017, bref. Il me semble que c'était en 2016. Et c'était en 2016, tu as raison. Et puis il y a la deuxième méthode montrée par Hamilton là, c'est-à-dire on lance en plein milieu de la ligne droite à un moment hasardeux. Et puis la troisième méthode en fait, qu'on ne pensait pas exister, et puis que Max Verstappen nous a montré, c'est-à-dire qu'on est sur un restart quasi comme en IndyCar, on attend jusqu'à la ligne, et on pousse au dernier moment, ce qui a créé beaucoup de tensions. Il y a des pilotes qui ont utilisé leur DRS alors qu'ils ne devaient pas l'utiliser juste après. On a failli avoir des dépassements avant la ligne, c'était très hasardeux. Il a très bien joué son coup, ce qui lui a permis de prendre tout de suite de l'avance et laisser cette bataille entre Albon et Hamilton qui lui a déposé Gasly directement sur la piste. Et finalement, erreur de Lewis Hamilton juste après. Lewis Hamilton qui percute Albon trop impatient et qui écope d'une pénalité. Cette pénalité, elle est méritée, non? Alors, il y a 2 choses. Moi, j'ai trouvé qu'Albon ouvrait beaucoup son virage. Oui, ça c'est vrai. Donc Hamilton, en vieux briscard, il a saisi l'opportunité. Je pense qu'on aurait été, par exemple, sur une bataille de 5ème place, Albon n'aurait pas insisté. Là, bon, Hamilton, c'est un peu manœuvre désespérée, oui. Albon a clairement vu plonger Hamilton. Mais comme il y avait son premier podium en F1 en jeu, il a fermé la porte. Je pense que il y a 2 choses. Albon a quand même fermé la porte, soyons honnêtes là-dessus, mais ce qui est compréhensible, enfin dans sa position, il est en passe de faire le doublé avec Red Bull et de monter sur son premier podium. Pour un petit gars comme lui, c'est quand même extraordinaire. On rappelle qu'il était chez Toro Rosso en début d'année. Là, il est sur une Red Bull, il peut être deuxième. Bon, c'est quand même quelque chose de grandiose. Et Hamilton sait que bon, pour la gagne, c'est quasiment foutu. Mais voilà, il veut tenter un tout pour le tout. Malheureusement, c'était peut-être pas le meilleur endroit pour tenter un tout pour le tout. Et par contre, du coup, pénalité méritée, oui, et qui lui coûte très cher au final parce que il repart derrière Gasly.
il bute sur Gasly parce enfin, moi j'ai été premier surpris, agréablement surpris par la résistance du moteur Honda face au moteur Mercedes. Dans la dernière ligne droite, c'était impressionnant. Dans la dernière ligne droite, là franchement, on se serait cru dans un blockbuster américain. Mais impressionnant. Problème, comme il y a eu très peu de tours, Hamilton, ça le fait descendre loin. Il termine 7ème, donc on s'en fout un peu. Les deux championnats sont déjà pliés. Mais quand même, c'est avec l'Allemagne 2019, c'est quasiment son pire résultat de la saison. Il fait ses 2 pires résultats de la saison dans les 2 courses les plus folles. Et d'ailleurs là, honnêtement, il voulait insister parce qu'il avait des pneus extrêmement frais et qu'il pouvait aller chercher Max Verstappen, mais un pilote de sa trempe doit savoir lever le pied à ce moment-là. Alors oui, Albon lui ouvre la porte au début, mais Albon doit défendre son premier podium, et puis si Albon fait podium à ce moment-là et laisse Hamilton derrière, ça fait Albon sur le podium et pas Gasly, ce qui veut dire que le seul pilote Toro Rosso Red Bull qui fait pas podium de la saison, c'est Gasly. Alors que là, du coup, le seul podium qui fait Toro Rosso Red Bull qui fait pas podium de la saison, c'est Albon. Et là, ça change tout dans les mentalités. Donc Albon, bien évidemment qu'il allait défendre ce podium, c'était évident. Et en plus, ça lui permettait de protéger son chef de file, de rester devant Hamilton. Donc Hamilton devait attendre, enfin, il restait 2 tours pour le faire. Tu pouvais largement le dépasser dans la ligne droite de départ. Je pense en effet que dans la longue pleine charge, avec les pneus frais, plus à mon avis un petit surplus de puissance que Mercedes était en mesure de lui donner, il y avait de fortes chances que ça passe. Je pense qu'il s'est un peu précipité, même si à mon avis c'était très compliqué de recoller à Verstappen juste après. Et puis, juste une précision, tu parles de la puissance du moteur Honda qui nous a tous impressionnés. Faut pas oublier, alors je sais pas à quel point ça joue, mais faut pas oublier que Hamilton casse son aileron à ce moment-là et que la Mercedes est une des voitures les plus perturbées au niveau aérodynamique dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc est-ce que dans cette dernière ligne droite ça n'a pas complètement joué sur le pneu avant droit, cet aileron légèrement fissuré? Je sais pas, mais toujours est-il que c'est vrai qu'à l'image, voir le moteur Honda dans la Toro Rosso faire jeu égal avec le moteur Mercedes dans la Mercedes, c'était quand même assez sympa à voir, et puis ça nous permet d'avoir un premier podium pour Pierre Gasly. Cocorico quand même, on va en parler, Pierre Gasly, le plus jeune français de l'histoire à monter sur un podium, c'est quand même pas rien, on va pas se mentir. Écoute, moi je trouve que compte tenu de la saison plus ce qui s'est passé cet été, c'est un joli pied de nez à Red Bull, mine de rien, mais en même temps c'est formidable pour lui, et ça montre aussi qu'il a réussi à faire aussi bien que Kvyat. Bon, peut-être pas sur une course aussi dingue que l'Allemagne, mais sur une course qui a quand même offert de sacrés rebondissements et où il a su se montrer quand il fallait. Gasly ce week-end, c'était un peu le meilleur des autres. Il s'est montré tout le week-end, il était très à l'aise, etc. Voilà, s'il y avait un problème au niveau des 3 gros devant, il était là éventuellement pour les places d'honneur, et il a fait bien mieux. Bah, tu l'as dit, il est premier des autres en qualif, il termine 7ème. En course, il fait une course énorme, et puis, on va pas se mentir, mais voir la tête d'Helmut Marko à la fin, qui riait jaune quand même, parce que Helmut Marko, pendant 2 ans, il a envoyé chier Daniel Kvyat, et Daniel Kvyat qui revient cette année chez Toro Rosso parce qu'il n'y a plus personne dans le team Red Bull et qu'il faut bien remplir les sièges, et qui fait podium. Pierre Gasly, il le débarque à mi-saison en disant il adapte pas son pilotage, il est fragile mentalement, il a pas la vitesse, on préfère Albon. Il confirme Albon en disant Albon est plus solide, Albon offre plus de garanties, qui fait podium ce week-end après une course hyper solide. Pierre Gasly, cette équipe Toro Rosso quand même, c'est les plus grands emmerdeurs possibles pour Red Bull, les 2 pilotes qu'il y a, c'est incroyable quand même de se dire que les 2 personnes que Helmut Marko a le plus essayé de descendre dans sa carrière quasiment, c'est les 2 mecs qui sont aujourd'hui sur le podium à accompagner Max Verstappen, et que celui qui n'a pas fait podium cette saison, c'est finalement le rookie qui est encensé par le team manager. Oui, alors après on pourra peut-être y revenir sur les bilans de fin de saison. Bien sûr. Mais bon, là Albon, c'est un peu la faute à pas de chance. Oui, effectivement, il a fait une très bonne demi-saison chez Red Bull, on va pas se mentir. Mais c'est marrant le pied de nez qui se passe actuellement. Bien sûr. Mais moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire les déclarations
des dirigeants autrichiens après le podium de Gasly, c'était plutôt marrant. Effectivement, ouais. Et c'est vrai que ça nous a fait extrêmement plaisir d'avoir un Français sur le podium. Ça faisait depuis Romain Grosjean en Belgique en 2015, 4 ans, Ouais. quasiment 4 ans et demi, c'est incroyable quoi. On se demande comment ça se fait et on espère que l'année prochaine, que ce soit Gasly, que ce soit Grosjean et surtout que ce soit Ocon qui reviendra dans une Renault, seront capables de nous amener régulièrement sur le podium. Bah, régulièrement, je sais pas, mais tout du moins, si on peut avoir au moins un Français sur un podium l'année prochaine, ça serait cool, quoi. Ah bah ça serait vraiment bien. 2 années de suite des podiums français. Oh là là. Incroyable ça. Alors, passons au prono. Alors, avant de passer au duel d'équipiers où attends. Tu as excellé Alors, quand même, il faut le dire. Avant qu'on rentre là-dedans, je me permets quand même une petite parenthèse. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hamilton a donc pris 5 secondes de pénalité. Il était présent sur le podium. Là, on peut mettre un petit bémol à la FIA qui aurait pu faire preuve de Qui a tardé dans la davantage sanction, qui a vraiment tardé. de célérité, alors que bon, franchement, il n'y avait aucune discussion. Tout le monde le savait, tout le monde le savait. Et c'est surtout que par le passé, ils ont su se montrer beaucoup plus prompts. Euh, pour ça, je renvoie au Mexique 2016 ouais, il me semble que c'est en 2016 ou en 2017. 2017. Où Vettel ou Verstappen avaient été débarqués de la cool room. Donc voilà, ils savent le faire quand il y a besoin. Je me demande s'il n'y avait pas eu aussi les États-Unis avec le dépassement de Verstappen sur Raikkonen. Ah, peut-être, alors là je peux pas te... Ah oui effectivement, mais là on n'était pas arrivé jusqu'au point du Mexique où un des pilotes était déjà dans la cool room, ça s'était mis un peu avant. Mais c'est vrai que là ça a tardé, et puis aussi ça a tardé, il faut le dire, parce que non seulement Hamilton était sous enquête, mais Carlos Sainz était sous enquête, de même que 6 autres pilotes pour avoir ouvert leur DRS dans des tours qui suivaient le drapeau vert. Donc c'est-à-dire les 3 premiers tours on n'avait pas le droit d'utiliser le DRS. 6 pilotes sur les 17 qui restaient, sur les 16 qui restaient sur la grille ont quand même utilisé leur DRS à ce moment-là. Enfin, à un moment donné, je me suis même demandé si au final c'était pas Hamilton qui allait récupérer son podium. Bah, en fait, quand on faisait par élimination, on s'est rendu compte que peut-être que les Alfa Romeo étaient impliqués aussi, et donc quand on descendait, on se disait tiens, finalement Hamilton va retrouver sa place, mais il n'en est rien, tout le monde a été acquitté. Je sais pas qui l'a utilisé réellement ou pas. On a fait table rase globale. Et voilà, au final, on reste là-dessus. Et ça fait podium pour Carlos Sainz. Et ça fait premier podium pour McLaren depuis l'Australie 2014. Et rien que d'y penser, t'imagines qu'en 2012, fin de saison 2012, McLaren a la voiture la plus rapide du plateau, a gagné 7 courses dans la saison. Et on se dit, putain, 2013, ils vont être immenses. Et là, depuis, ça fait un podium et 0 victoire. Depuis Brésil 2012. C'est n'importe quoi. C'est vraiment, on se rend pas compte à quel point ça a été abyssal cette période pour McLaren, mais vraiment les fans de McLaren, on pense à Louis qui est dans l'équipe, c'était très dur à vivre, vraiment. Mais d'un autre côté, c'est aussi un peu à l'image de leur saison. Je dois dire qu'en début d'année, bon, ils étaient un peu à la rue, ils étaient limite à 2 secondes 5 des meilleurs, etc. Là même, ils tapent régulièrement des Q3 et au niveau chrono, bon, ils sont à peu près à 8 dixièmes, 1 seconde. Quand vous arrivez à retaper 1 seconde 5 dans l'année, c'est pas mal du tout. Effectivement, ouais, t'as raison de le préciser. Alors du coup, revenons sur nos pronos. Dans les pronos. Alors, on va d'abord commencer par le podium. Tu nous avais dit Hamilton, Bottas, Verstappen. Ça aurait pu être le cas pendant une partie de la course, et puis finalement, écoute... ça ne s'est pas fait. Tu récupères Verstappen qui n'est pas placé au bon endroit, mais que tu as sur ton podium, et tu as le bon driver au day en ayant mis Verstappen. J'avais mis le même, donc là-dessus on était à égalité, et j'avais mis Verstappen, Hamilton, Leclerc, donc j'en ai un bien placé et le reste comme toi à la poubelle. Bravo. Mais voilà, c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus exceptionnel, hein, on va pas se mentir. Et si on passe au duel entre équipiers, alors là, chapeau. Alors là, puisque là tu nous fais un beau 9 sur 10. Ce qui est exceptionnel. Il te manque juste Leclerc, c'est con, pour 200 mètres, hein, parce qu'ils ont abandonné à 200 mètres d'écart. Donc au classement officiel, Vettel est devant. Mais sans ça, tu avais 10 sur 10. Donc vraiment, chapeau à toi. Et quant à moi, écoute, je repars avec 6 sur 10, puisque j'avais dit Grosjean au lieu de Magnussen chez Haas. J'avais dit Hülkenberg au lieu de Ricciardo. Et j'avais dit Norris au lieu de Sainz. Donc là-dessus, j'étais un peu moins bien. Mais félicitations à toi pour ce beau 9 sur 10, Pierre.
Écoute, je te remercie, mais tu n'as pas démérité et je te remercie d'avoir perdu foi en Stroll. C'est Oui. gentil. Ouais, bah écoute, sans ça, j'aurais fait 5 sur 10, j'aurais été dans ma moyenne habituelle. Hein. Vraiment, les gens qui écoutent ce podcast depuis le début de la saison savent que moi, je suis présenteur. Je ne connais rien à la F1. Pour moi, déjà, quand on supporte Sauber comme moi, on est forcément plus attiré par les bas-à-fond que par les têtes de liste. On va pas C'est se mentir. pour ça que tu t'entends aussi bien avec Aurélien. Exactement, on est des hommes de l'ombre, comme disent les jeunes. Écoute, merci beaucoup pour cette review du Grand Prix du Brésil. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce qui s'est passé chez Ferrari, de si Hamilton méritait une pension, une pension, n'importe quoi, une suspension. Oh là là, c'est fin de saison, on est fatigué. Hein. Là, vraiment, vivement la trêve hivernale. Est-ce que pour Hamilton, vous estimez que les 5 secondes, c'était justifié, c'était mérité? Est-ce qu'il aurait fallu lui donner plus éventuellement? Par rapport aux deux pizzaiolo, comment vous sentez que ça va se passer pendant la trêve hivernale? Déjà, comment ça va se passer à Abu Dhabi? Est-ce qu'ils vont faire un remake ou pas? Et puis votre réaction sur le podium de Gasly, hein. Comment vous avez réagi chez vous? Qui était en sueur? Qui était en transe? Moi j'étais en transe totale, tellement content pour Pierrot. Et je pense qu'on était beaucoup comme ça. Est-ce que vous êtes pro Red Bull à dire ah ouais non mais c'est bien qu'il soit chez Toro Rosso, la voiture elle est plus facile, etc. Bon c'est bien, grosso modo il est à son niveau. Ou est-ce que d'une certaine façon c'est il s'est fait débarquer mais finalement le garçon il a quand même des sacrées ressources. Moi je serais plus dans ce team là, il a vraiment des sacrées ressources. J'approuve. On l'a pris pour un mec un peu faible mentalement, alors que pas du tout. Là il nous a montré en quelques mois qu'il était toujours présent. Et tenir une Mercedes même un peu endommagée à plus de 300 dans une longue pleine charge, chapeau le garçon quand même, hein. Exactement. Pierre, je te remercie pour cette review de ce Grand Prix magnifique qui sera placé avec l'Allemagne 2019 dans les Grands Prix de la décennie. Vraiment, on a eu 2 exceptionnels Grands Prix cette saison et celui-là en faisait partie. Et ça par rapport à l'Allemagne, ça nous montre que même sur le sec, on peut avoir des GP animés. Oui, d'ailleurs, heureusement qu'on avait dit qu'on pouvait avoir un GP animé si on avait de la pluie avant ce Grand Prix. Ne nous écoutez plus, même sur le sec. Interlagos, c'est bien. On a dit n'importe quoi. Interlagos, c'est tout le temps bien. Gardez Interlagos au calendrier, s'il vous plaît. Bon, écoute, ça marche. Vous pensez aussi à mettre le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis vraiment, lâchez-vous si vraiment vous voulez poster un commentaire. Franchement, allez-y, ça fait toujours plaisir et on essaye de répondre du mieux qu'on peut. Et puis si vous voulez vous fighter, faites-vous plaisir quoi. Oui, fightez-vous dans les commentaires, c'est ce qu'on aime le plus. Pierre, je te remercie et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Multi21. Salut. Salut.